Bonjour, bienvenue à cette session donc, sur développer un jeu vidéo quand on n'y connaît rien en jeu vidéo. Alors tout d'abord, qui suis-je? Donc, je m'appelle David Versteden, je travaille pour une société de services sur Paris, donc soit on donne des formations, on intervient sur différentes missions, donc si vous avez des problématiques, n'hésitez pas à me contacter. Alors moi j'ai envie de vous parler d'abord de Mark Zuckerberg, parce qu'en fait chaque année c'est des défis différents, réaliser une intelligence artificielle, lire un certain nombre de livres, parcourir les États aux États-Unis, etc. Bon bref. Moi, cette année, j'ai plutôt essayé de me lancer mon propre défi, c'est-à-dire créer un petit jeu vidéo. Et pour vous en parler, j'ai envie de vous poser une question. Qui parmi vous connaît ce jeu? Ok, donc quasiment tout le monde connaît Doom, sorti en 1993, bientôt 25 ans. Et en fait, j'ai pas envie de vraiment vous parler de ce jeu-là, mais plutôt de la société qui est derrière, donc c'est ID Software, et même plus spécifiquement chez ID Software de John Carmack. John Carmack, il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, a dit... Développer un jeu vidéo sur téléphone mobile, c'est une opportunité parce qu'en fait, c'est des plateformes peu puissantes et du coup, c'est facile de sortir des jeux à petit budget. Moi, ça m'a parlé. Du coup, j'ai créé ma première application Android. Donc, c'est pas un jeu, c'est Georing. C'est une application qui géolocalise la sonnerie de votre téléphone selon là où vous êtes. Donc, vous êtes au travail, ça le met en silence. Vous êtes en conférence, ça le met en vibreur. Vous êtes chez vous, ça le met en mode normal. Malheureusement, l'application n'a pas eu le succès escompté. Du coup, j'ai fait plutôt une autre application. Donc ça, c'est une tête de chat. Et en fait, quand on appuie, ça fait juste miaou. Ça a l'air de rien, mais en fait, ça a été téléchargé 10 fois plus que mon autre application. Donc j'ai bien compris ce qu'il faut faire. En fait, ce sont des jeux. Donc j'ai fait mon premier vrai jeu. Ça, c'est Rotapong. C'est un Pong à 360 degrés. Donc on a une petite raquette, une petite balle. Il faut jongler avec la balle. Ok, donc c'est bien, mais pour faire ce type de jeu, par où commencer? Il faut déjà choisir son moteur de jeu. Alors moi, j'ai choisi libgdx pour plusieurs raisons. Libgdx, c'est fait en Java. Moi, j'aime bien faire du Kotlin, donc ça marchait avec libgdx marchait avec Kotlin, donc j'ai choisi ce moteur-là. Mais évidemment, c'est dès que j'ai bien compris comment marchait ce moteur-là, j'ai découvert que sur Internet, il existe une tonne de moteurs de jeux différents, Unity, Love2D, etc. Et comme par hasard, on a l'impression qu'ils font tous mieux, plus rapidement et la même chose. Mais il ne faut pas forcément céder au chant des sirènes. Faire un bon jeu, ça ne dépend pas du moteur de jeu, ça dépend vraiment de ce que vous allez mettre dedans. En tout cas, une chose est sûre, c'est que tous ces moteurs de jeu, ils ont un point commun, c'est la main loop. Donc déjà, on va voir un petit peu le concept de la main loop. Dans la main loop, en fait, on va gérer plein de choses. Tout d'abord, on va gérer tout ce qui est déplacement des entités, le joueur, les ennemis, le monde qui nous environne, etc. Et on va également faire le rendu graphique. On va afficher les objets, etc. Et tout ça, on va le faire 60 fois par seconde. Enfin, pour afficher le décor, comment ça marche? En fait, c'est assez simple, c'est comme un système de calque, pour ceux qui connaissent Photoshop, etc. On va afficher le fond, on va afficher le décor, on va afficher les différentes entités, et à la fin, on va afficher l'interface graphique. Dans cette main loop, donc là, actuellement, on bouge les entités, on fait le rendu graphique, etc. Mais on va aussi vouloir gérer potentiellement les entrées d'utilisateurs. Est-ce que c'est une manette, un clavier, une souris? On va vouloir rajouter des nouveaux ennemis, on va vouloir rajouter d'autres composants d'interface. Là où je veux en venir, c'est que finalement, dans cette main loop qui contient quasiment tout, en fait, le code il va avoir du mal à grossir. Ça va être compliqué à tout gérer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à l'architecturer. Et justement, là, on va pouvoir utiliser des patterns d'architecture. Et à ce niveau-là, moi, je vous conseille de lire ce livre. C'est Game Programming Pattern. En fait, il n'y a rien de nouveau dedans. C'est les patterns qu'on connaît tous. Le singleton, la façade, etc. Mais toujours appliqué dans un contexte de jeu vidéo. Et on redécouvre des patterns qu'on a peu souvent utilisés. Par exemple, moi j'ai adoré réutiliser le pattern state machine, machine à état, qu'on utilise beaucoup pour faire un jeu, ou encore le pattern point mouche. Je me suis fait avoir par plusieurs pièges quand j'ai fait mon jeu. Par exemple, c'est les problématiques de référentiel. On va prendre un exemple, on va regarder ce rectangle-là. Pour le positionner, je vais penser qu'en fait, je vais positionner le rectangle par rapport à son centre. Les coordonnées 0, 0 du rectangle, ce sera au centre. Et en fait, pas du tout. Des fois, c'est en bas à gauche, mais sur certains logiciels, moteurs, etc., c'est en haut à gauche.
Et encore, ça c'est quand l'axe des Y est vers le haut, mais des fois il est vers le bas, donc il faut faire attention à ne pas se faire avoir. Et cette problématique, on l'a sur d'autres composants. Par exemple, si je veux faire une rotation, au début je pensais que le centre, pour faire une rotation, c'était encore au centre du rectangle. Si je fais une rotation à 90 degrés, j'ai ce résultat-là. Mais en fait, sur certains logiciels, enfin certains composants, certains frameworks, etc., l'origine, pour faire une rotation, est dans un autre coin. Et du coup, si je fais une même rotation à 90 degrés, j'ai pas du tout le même résultat. Bref, tout ça pour dire, tout ce qui est position, origine pour les rotations, etc., c'est important, selon les outils que vous utilisez, de savoir où est-ce que c'est, pour ne pas vous faire avoir. Donc afficher des choses, ça reste assez simple, mais maintenant, j'aimerais bien pouvoir les faire bouger. Donc je vais prendre un exemple, ça c'est un petit bébé Mario, je vais vouloir le faire avancer. En fait, c'est assez simple pour faire bouger une entité, je vais lui mettre un vecteur de déplacement. Et quand le joueur va appuyer sur la manette, avec le temps, je vais faire bouger le bébé Mario. Donc ça, c'est un scénario assez simple. Maintenant, je vais faire un petit peu plus compliqué, je vais vouloir faire sauter le petit bébé Mario. En fait, c'est pas beaucoup plus compliqué, je vais juste mettre plus de composants. Je vais mettre en jeu la gravité, je vais toujours vouloir faire bouger mon bébé Mario, et maintenant, je vais mettre un vecteur de saut. Je vais faire sauter mon bébé Mario, et arriver à l'apogée de son saut, je vais enlever le vecteur de saut vers le haut, et naturellement, en fait, le bébé Mario, il va redescendre. Okay, donc ça, c'est pour faire bouger mon petit bébé Mario. Autre point que j'ai découvert en créant un jeu vidéo, c'est tout ce qui est interpolation. En fait, le problème des mouvements linéaires, c'est que c'est toujours un petit peu chiant à regarder, etc. À ce niveau-là, GDX vient avec plein de courbes d'interpolation différentes. Et du coup, qu'est-ce que je peux faire avec ? C'est pour simuler des mouvements différents, mais pas que. Ça peut être par exemple la taille d'un objet, ça peut être la variation de couleur, etc. Donc on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble une interpolation, si finalement c'est pour répartir les forces, mais sur un même laps de temps. Donc les deux flèches, typiquement, on voit qu'elles bougent, mais elles ont, sur le même laps de temps, en fait, elles n'ont pas exactement le même mouvement. Elles partent au même endroit au même moment, mais elles arrivent au même endroit au même moment, mais avec un mouvement légèrement différent. Donc je vais reprendre encore un exemple, je reprends encore mon petit bébé Mario, là je vais lui donner un mouvement linéaire. Okay, donc on voit il avance tout simplement. Mais je peux également lui appliquer une interpolation non linéaire, et tout de suite on sent une sorte d'accélération sur le petit bébé Mario. Il n'est pas, c'est pas un mouvement simple, il semble un peu plus complexe comme mouvement. Donc c'est important d'utiliser des interpolations pour mettre un petit peu plus de dynamisme dans son jeu. J'ai dû gérer, comme c'est un Pong, il faut que la balle rebondisse sur la raquette, etc. Donc il faut que je gère des collisions dans mon jeu. Donc comment ça marche ? Il y a des moteurs de collision, enfin il y a des concepts de collision qui sont assez simples. Par exemple, le Pong de base, c'est on va prendre ma raquette et ma balle, et je vais les identifier par des coordonnées, X, Y. Pour savoir si ma balle, en fait, elle est en collision avec la raquette, je vais regarder tout simplement la coordonnée Y. Donc ici, je vois que la coordonnée du rectangle, la coordonnée de la balle, en fait, est dans la coordonnée Y de la balle. Dès que la balle va toucher la raquette, ça va être pareil au niveau du X. Donc c'est-à-dire que si j'ai une collision au niveau X et Y, c'est bon, c'est-à-dire que la balle tape la raquette. Ça marche, mais pas dans tous les cas, parce que je rappelle, moi, mon Pong, c'est un Pong à 360 degrés. Donc si je reprends le même exemple, mais en tournant légèrement la raquette, en fait, là, je vais avoir une collision qui est détectée alors que ma balle ne touche pas la raquette. Donc ça ne marche pas systématiquement, ce type de moteur, enfin ce type de système de collision. Du coup, moi, j'ai dû faire autre chose. Typiquement, j'ai dû interpoler le point de contact, calculer la normale au point de collision et calculer le vecteur inverse. Tout ça pour trouver le mouvement noir et bon. Si vous trouvez ça compliqué, c'est normal, moi aussi j'ai vraiment galéré, et pour ça, pour vraiment comprendre toutes les problématiques de maths vectorielles, il va sûrement falloir faire comme moi, c'est revenir au niveau maths lycée-collège, pour pouvoir vraiment faire tout ce qui est mouvement et maths vectorielles. Donc si vous trouvez ça un peu compliqué, si vous ne voulez pas rebachoter des bouquins ou quoi que ce soit, il existe des moteurs de collision préfaits. Par exemple, Box2D, c'est un moteur de collision qui est très connu dans différents moteurs de jeu. Comment ça marche ? On va prendre un exemple. En fait, on va y ajouter des entités qui vont être gérées par Box2D. On va pouvoir attacher des images, des sprites à chaque entité. Et après, le moteur fait un peu tout. Ça gère un petit peu le reste. Et c'est exactement ce type de moteur qui est utilisé, par exemple, dans un fameux jeu Angry Birds pour gérer tout ce qui est collision. On pourrait se dire, super, avec ce type de moteur de collision, je vais pouvoir faire tout et n'importe quoi comme jeu. Pas vraiment. On va reprendre un exemple. Donc,
le petit bébé Mario, il va vouloir sauter au-dessus de la plateforme. Il va traverser la plateforme en fait, parce que dans notre jeu, c'est comme ça la logique. Sauf que c'est physiquement irréaliste. Et du coup, Box 2D, ça va être compliqué de le tordre pour faire ce type de mécanisme. Donc si vous faites un jeu, regardez à pas forcément utiliser un moteur de collision, ça peut être simple, mais ça peut vous amener des problèmes plus tard. Par contre, ça ne vous empêche pas de mixer différents moteurs. Vous pouvez très bien créer votre moteur de collision à vous, spécifique pour vos jeux de plateforme, mais mettre du Box 2D, par exemple, pour faire des effets graphiques, etc. Alors moi je viens du back-end, je sais débugger des applications, sauf que débugger un jeu c'est pas du tout pareil. Quand on met un point d'arrêt, il faut bien comprendre que le point d'arrêt, on va s'y arrêter 60 fois par seconde potentiellement. Donc c'est très compliqué à suivre, et en plus c'est surtout des coordonnées. Les coordonnées c'est pas forcément parlant. Donc en fait il faut trouver d'autres alternatives pour vraiment pouvoir débugger une application. Typiquement, moi ce que j'ai fait c'est que j'ai ajouté des informations graphiques. Là c'était juste pour voir comment ça marchait, les collisions, etc. Je mets juste des informations pour voir, ok, les hitbox c'est là, le carré il va bien taper, etc. Mais ça peut être aussi une indication visuelle pour voir un petit peu comment ça marche. Là, typiquement ici, j'ai un point où je sais où je clique et où je sais où est ma souris quand je suis en train de drag and drop. Et du coup, je regarde si la sphère est bien en train de faire la rotation par rapport au mouvement. Donc un jeu, c'est aussi beaucoup d'assets. Donc un asset, c'est des éléments graphiques, ça peut être du son, etc. Encore ici, je prends un exemple. Ici, c'est une image, mais je vais voir l'animer. Derrière cette animation, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se cache? En fait, c'est plein d'images. Et ça, c'est juste une animation qui est très simple. Mais dans mon jeu, mon personnage, je vais pouvoir le faire bouger dans plein de situations, du coup faire beaucoup d'animations. Et ça, c'est uniquement le personnage principal potentiellement. Je vais aussi avoir les ennemis, les décors, etc. Et en plus, si je veux que les gens jouent à mon jeu, je vais pouvoir en parler. Et du coup, je vais devoir faire plein d'autres assets graphiques. Bref, là où je veux en venir, c'est que pour faire un jeu, c'est aussi beaucoup d'éléments graphiques. Et pour moi qui ne sais pas dessiner, ça peut être problématique. Mais il ne faut pas que ça vous arrête. Typiquement, il y a des jeux qui marchent très bien avec des éléments extrêmement simples. Là, c'est juste des ronds qui se mangent entre eux. Par contre, un point important, c'est faire attention à tout ce qui est couleurs. Alors pour ça, vous embêtez pas, allez sur des sites qui ont des palettes, des couleurs qui vont bien ensemble et choisissez-les pour votre jeu. Par exemple, c'est exactement ce que j'ai fait. Là, je suis parti d'un mock-up assez simple. J'ai mis des éléments graphiques qui n'étaient pas très beaux et derrière, j'ai appliqué des éléments, une palette graphique. Et tout de suite, le jeu était un peu plus sympa. Du coup, j'ai même gardé cette palette graphique pour faire mon nouveau jeu. Bon, toujours pareil, il ne faut vraiment pas que ce soit une problématique pour vous lancer dans votre premier jeu. Pour rappel, l'un des premiers jeux qui a bien cartonné, c'était des carrés et c'était juste en noir et blanc. Donc allez-y, lancez-vous. Pour faire mon jeu, j'ai aussi découvert tout ce qui est tooling. En fait, quand on fait un jeu, on a vraiment besoin d'un éditeur de niveau, un éditeur graphique, un éditeur de particules, un éditeur de son, etc. Bon bref, vraiment plein d'outils à côté. Et du coup, on comprend mieux pourquoi c'est un framework. C'est pas juste un moteur de jeu, mais c'est vraiment la pléthore d'outils qui va avec. Un dernier point où je me suis amusé, c'est tout ce qui est shader. Alors shader, c'est quoi? En fait, c'est un bout de code que vous allez faire exécuter sur la carte graphique. On va prendre un exemple. Ici, on a un petit Jean-Claude Van Damme sur un fond vert, c'est bien, mais avec un shader, je pourrais dire, prends tout le vert et remplace ça par une image derrière. Okay, donc ça, c'est marrant, ça fait un effet météo, mais ça ne sert pas forcément à grand-chose dans un jeu. Moi, je m'en suis servi pour faire des effets de glow, d'effets néons, etc. Ça, c'est différentes tentatives. C'est pas forcément très beau. Donc j'ai un glow, un dégradé fait avec shader, un effet de lumière fait avec un shader. J'ai un peu mixé, etc. Mais il faut savoir que sur des jeux en grand budget, ils utilisent aussi ce type de technique. On va reprendre un exemple, Doom, mais cette fois-ci la dernière version. Donc ça, c'est une image du jeu. Comment on fait pour obtenir cette image du jeu? En fait, ils font l'affichage comme ça. Après, ils vont calculer une normal map, une deep map, une specular map, etc. Ils vont tout mixer via des shaders et on va obtenir cette image. Après, ils rajoutent un niveau de tonalité, une couleur de notre tonalité. Ils rajoutent l'interface graphique et c'est bon, vous avez l'image de votre jeu. Si vous voulez en savoir plus, moi je vous conseille d'aller sur ce site. Ils dissèquent vraiment comment on construit l'image des jeux. Il y a Doom, il y a GTA et le dernier en date, c'est Metal Gear Solid. C'est super intéressant. Donc un jeu c'est bien, mais il faut y jouer. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai filé mon jeu à plein de personnes, à des collègues, à ma mère, etc. Ma mère a essayé d'y jouer, elle a rien compris parce qu'elle elle tapait sur l'interface graphique, etc. Ça marchait pas très bien. Du coup, j'ai bien compris que ce qui manque, c'est des indications. Donc, j'ai rajouté des indications. J'ai filé à d'autres personnes. C'était un peu mieux. Ils comprenaient qu'il fallait slider de gauche à droite. Mais ils trichaient encore en slidant de haut en bas. Du coup, j'ai amélioré les indications. J'ai un petit peu amélioré le jeu. Ça, c'est bien. Mais après, ils n'arrivaient toujours pas à jouer parce qu'il manquait une indication pour dire, voilà, il faut pouvoir démarrer sur le jeu. Donc, j'ai ajouté une indication. Quand tu tapes sur l'écran, le jeu démarre.
Là, c'est bien, il commence à jouer, sauf que c'est bête, mais la balle, elle allait trop vite. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté une vitesse progressive. La balle, elle va lentement au début, pour bien qu'ils comprennent comment on fait pour jouer au jeu, et après, ça accélère. Bon, bref, un jeu, c'est quoi? C'est des maths, du graphisme, un design. Qu'est-ce qu'il faut pour faire un jeu amusant? Ça, je ne le sais pas encore, je travaille sur cet aspect-là. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on peut faire des jeux sur tout et n'importe quoi. Par exemple, un sujet aussi dur que le contrôle de papier à la frontière, rendre un jeu d'action en jeu de réflexion, ou encore faire un jeu avec uniquement une action de saut. Et une chose est sûre, c'est que la seule limite pour faire un jeu, c'est votre imagination. Bref, merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre. C'est bon? Question? Non.